Mon mari n'arrêtait pas de plaisanter en disant qu'il me quitterait pour ma meilleure amie s'il en avait un jour l'occasion, alors je lui ai fait sa valise et j'ai dit. Fais-le maintenant. Je veux vous ramener à un vendredi soir dans l'Ohio, à l'intérieur d'une salle à manger qui sentait le poulet rôti au romarin et le vin rouge cher. C'était censé être une célébration. Ma meilleure amie, Carole, venait de se fiancer à un homme merveilleux nommé David, et mon mari, Marc, et moi les recevions. Je me souviens d'avoir regardé autour de la table en pensant à quel point tout semblait parfait. Les verres en cristal étincelaient. Les serviettes étaient pliées juste comme il fallait. Et pendant un instant, j'ai ressenti un sentiment de paix. Mais si vous écoutez ceci, vous savez que la paix n'est souvent que le calme avant une terrible tempête. Marc avait bu. Pas assez pour être ivre-mort, mais assez pour que son filtre ait complètement disparu. Il avait 54 ans, 2 de plus que moi, et dernièrement, il traversait ce que je ne pouvais décrire que comme une crise. Il se teignait les cheveux, achetait des chemises trop serrées et avait ce besoin désespéré d'être le centre de l'attention. Nous étions à mi-chemin du plat principal lorsque David, le fiancé de Carole, a tendu la main et lui a serré la sienne. Il a dit quelque chose de gentil sur la chance qu'il avait. C'est à ce moment-là que Marc s'est raclé la gorge. Le son était fort, agressif, tranchant la conversation agréable comme un couteau. Marc s'est penché en arrière sur sa chaise, faisant tourner son verre de vin, et a regardé directement Carole. Il avait ce sourire narquois sur le visage que j'avais appris à détester au cours des dernières années. Il a dit, tu sais, David, tu ferais mieux de la tenir bien serrée. Parce que si Carole ici était célibataire, j'échangerais Linda contre elle en un clin d'œil. La pièce est devenue silencieuse. On pouvait entendre le bourdonnement du réfrigérateur depuis la cuisine. David avait l'air mal à l'aise, son sourire se figeant sur son visage. Carole est devenue pâle. Elle m'a regardé, les yeux écarquillés d'horreur, puis a baissé les yeux sur son assiette. J'ai forcé un rire. C'est ce que je faisais toujours. J'étais la conciliatrice. J'étais celle qui arrangeait les choses. J'ai dit, oh, Marc, arrête. Tu as trop bu de vin. Mais il n'a pas arrêté. Il s'est penché en avant, les yeux rivés sur ma meilleure amie. Je suis sérieux, a-t-il dit, et sa voix ne plaisantait plus. Elle était légèrement pâteuse, mais l'intention était claire. D'homme à homme, David, si j'en avais l'occasion, si Linda n'était pas dans le tableau, je la quitterais pour Carole avant même que l'addition n'arrive sur la table. Regarde-la. Elle a vieilli comme un bon vin. Linda, eh bien, Linda ne fait que vieillir. Il a ri, un rire fort et retentissant qui a résonné sur les murs de la maison que j'avais passé 25 ans à construire avec lui. Il a regardé autour de la table, s'attendant à ce que nous nous joignions à lui, s'attendant à ce que nous validions sa cruauté comme de l'humour. Quelque chose en moi a cédé. Ce n'était pas un claquement bruyant. C'était silencieux. C'était le bruit d'un dernier fil qui se rompait après des années à être trop tendu. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je ne lui ai pas jeté mon vin au visage, bien qu'il l'ait certainement mérité. Je me suis simplement levé. Ma chaise a raclé le parquet. Un son dur dans la pièce silencieuse. Linda, a demandé Marc, l'air confus. Où vas-tu? Tu ne supportes pas une blague? Je ne lui ai pas répondu. J'ai quitté la salle à manger, j'ai descendu le couloir et je suis entré dans notre chambre. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge, mais mes mains étaient stables. J'ai sorti la valise de Marc de l'étagère supérieure du placard. Je l'ai jetée sur le lit et l'ai ouverte. Je suis allé à sa commode. J'ai attrapé des poignées de ses sous-vêtements, de ses chaussettes, de ses t-shirts. Je ne les ai pas pliés. Je les ai fourrés dedans. Je suis allé dans la salle de bain et j'ai attrapé sa brosse à dents, son rasoir, et cette teinture ridicule qu'il pensait que je ne connaissais pas. J'ai tout jeté dans le sac. J'entendais des voix de la salle à manger. Marc parlait toujours, disant probablement à David que j'étais hormonal ou sensible. Il n'avait aucune idée que sa vie était en train d'être emballée dans une valise sansonite à ce moment précis. J'ai refermé la valise. Elle était lourde, mais l'adrénaline m'a donné une force que je ne savais pas que j'avais. Je l'ai traînée dans le couloir. Les roues grondaient sur le plancher. Un faible grondement de tonnerre approchant. Je suis retourné dans la salle à manger. Marc levait juste son verre à ses lèvres.
Carole chuchotait quelque chose à David, semblant prête à s'enfuir. Je n'ai pas dit un mot. J'ai soulevé la valise et l'ai laissée tomber en plein milieu du salon, à quelques mètres de la table à manger. Le bruit sourd a fait cliqueter les couverts. Marc a baissé son verre. Il a regardé le sac, puis moi. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé, un rire nerveux s'échappant de ses lèvres. « On part en vacances ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai regardé l'homme que j'avais soutenu à travers les pertes d'emploi, les maladies de sa mère, sa crise de la quarantaine, et je n'ai rien ressenti, ni amour, ni haine, juste une résolution froide et dure. « Tu as dit que tu me quitterais pour Carole si tu en avais l'occasion, ai-je dit. » Ma voix était calme, terrifiante de calme. J'ai pointé la porte. « Voici ta chance. Saisis-la. Sors. » Pendant 10 bonnes secondes, personne n'a bougé. C'était comme si le temps s'était figé dans cette salle à manger. Marc a regardé la valise, puis de nouveau moi, son visage se tordant en un masque d'incrédulité et d'agacement. Il pensait clairement que c'était du théâtre. Il pensait que je faisais un spectacle et que d'une minute à l'autre, j'allais m'effondrer, pleurer et lui demander pardon de l'avoir embarrassé. « Linda, arrête d'être dramatique » a dit Marc en agitant la main avec dédain. C'était une blague. Bon sang, tu te mets dans l'embarras devant nos invités. Assieds-toi. Je ne m'assois pas, lui ai-je dit. Et je ne me mets pas dans l'embarras. C'est toi qui t'es mis dans l'embarras. Tu m'as mise dans l'embarras. Tu as manqué de respect à notre mariage devant ma meilleure amie et son fiancé encore. Encore. Marc a ricané. Oh, c'est reparti. Tu remets le passé sur le tapis. Vous les femmes, vous ne lâchez jamais rien. Carole s'est soudainement levée. Sa chaise est tombée en arrière avec un fracas. Carole est habituellement la personne la plus calme que je connaisse. Elle est professeure de yoga, pour l'amour du ciel, mais son visage était rouge vif de fureur. Ce n'est pas une blague, Marc, a craché Carole, sa voix tremblante. Ça n'a jamais été drôle. Ça me rend malade. Je t'ai dit une douzaine de fois d'arrêter de dire des choses comme ça, et tu ne fais que rire. C'est glauque et c'est irrespectueux envers Linda. Marc s'est tourné vers elle, son visage devenant d'un vilain violet. Oh, ne fais pas semblant de ne pas aimer l'attention, Carole. Toutes les femmes aiment savoir qu'elles sont désirées. Ne joue pas la prude. David, qui est habituellement un gentil géant, s'est levé. Puis il s'est interposé entre Marc et Carole. Je pense que tu dois partir, a dit David, sa voix basse et dangereuse. Tu dois écouter ta femme et sortir. Marc a regardé autour de la pièce. Il a réalisé soudain qu'il n'avait pas d'allié ici. Il m'a regardé, cherchant la femme douce et docile sur laquelle il avait marché pendant des décennies. Il ne l'a pas trouvée. Bien, a ricané Marc. Il s'est levé, renversant son verre de vin. Le vin rouge s'est répandu sur la nappe blanche que j'avais repassée ce matin-là, s'étalant comme une tache de sang. Tu veux que je parte ? Je vais partir. Mais ne t'attends pas à ce que je revienne en rampant quand tu réaliseras que tu ne peux pas payer les factures sans moi. Tu es folle, Linda. Tu as perdu la tête. Il a attrapé la poignée de la valise. Je vais chez ma mère. Ne m'appelle pas quand tu te sentiras seul. Il s'est précipité vers la porte d'entrée. Je l'ai suivi, non pas pour l'arrêter, mais pour la verrouiller derrière lui. Il a claqué la porte si fort que les tableaux sur le mur ont tremblé. J'ai immédiatement tourné le pêne dormant. Clic. Ce son. Ce clic. C'était le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. J'ai appuyé mon front contre le bois frais de la porte. Mes genoux se sont soudain sentis comme de la gelée. J'ai glissé jusqu'à être assise sur le sol de l'entrée. Je pouvais entendre le moteur de la voiture de Marc vrombir agressivement dehors, les pneus crissant alors qu'il démarrait en trombe. Carole était à côté de moi en un instant, assise par terre dans sa belle robe, m'enlaçant de ses bras. David se tenait maladroitement à proximité, proposant de nettoyer le vin renversé. « Je suis tellement désolé, Linda » a chuchoté Carole, des larmes coulant sur son visage. « Je suis tellement désolé. »« Ce n'est pas ta faute » lui ai-je dit, mais ma voix me semblait creuse. Finalement, ils sont partis. Ils ne voulaient pas me laisser seul, mais j'ai insisté. J'avais besoin de silence.
J'avais besoin de réfléchir. Je me suis assise sur le canapé dans le salon sombre. L'adrénaline s'estompait, remplacée par un vide froid et douloureux. Mon esprit a commencé à dériver, rejoignant non seulement ce soir, mais les 2 dernières années. Marc avait raison sur une chose. Ce n'était pas la première fois. Le silence de la maison a déclenché un souvenir si vif que je pouvais sentir l'odeur de la dinde. C'était Thanksgiving il y a 2 ans. Mes parents étaient là. Les parents de Marc étaient là. J'avais passé 3 jours à cuisiner. J'étais épuisé, portant un tablier couvert de farine, mes cheveux en désordre parce que je n'avais pas eu le temps de prendre une douche avant l'arrivée des invités. Carole était passée pour déposer une tarte. Elle était magnifique, fraîche, le maquillage parfait, portant une robe pull ajustée. Marc s'était tenu au bout de la table pour découper la dinde. Il a regardé Carole, puis m'a regardé, en sueur devant la saucière. Vous savez qui aurait dû se marier dans cette famille, avait-il annoncé à toute la table, tenant le couteau à découper haut. Carole. Elle est pratiquement parfaite. Dommage qu'elle m'ait rencontré en second, n'est-ce pas, maman? Ma mère avait laissé tomber sa fourchette. Mon père s'était étouffé avec son eau. Et Marc, il avait juste ri. Détendez-vous, les gens. Un homme ne peut pas apprécier la beauté? Je suis assis ici avec le lot de consolation, n'est-ce pas? Je me souviens m'être figé. Je me souviens de la honte brûlante qui a commencé dans ma poitrine et a inondé mon visage. Je voulais disparaître, mais je ne l'ai pas fait. J'ai forcé un sourire. J'ai dit, Marc, contente-toi de découper la dinde. J'ai avalé cette humiliation tout comme j'ai avalé le commentaire à ma fête d'anniversaire. Tout comme j'ai avalé les blagues au barbecue du quartier. Assise là, dans le noir, j'ai réalisé que ce soir n'était pas une explosion soudaine. C'était l'éruption inévitable d'un volcan qui avait accumulé de la pression pendant des années. Cette nuit-là, le sommeil était impossible. J'étais allongé au milieu de notre lit king size, fixant le ventilateur de plafond qui découpait les ombres. L'espace vide à côté de moi ne me semblait pas solitaire. Il me semblait spacieux. Pour la première fois depuis des années, je ne me rapetissais pas pour faire de la place à l'ego de Marc. Mon esprit n'arrêtait pas de tourner, déterrant des souvenirs que j'avais profondément enfouis pour maintenir la paix. Ce n'étaient pas seulement les blagues publiques. C'étaient les pics silencieux et subtils qui se produisaient entre les 4 murs de notre maison. C'était la façon dont Marc avait systématiquement démantelé mon estime de moi, morceau par morceau, si lentement que je n'avais même pas remarqué que je disparaissais. Je me suis souvenu d'un mardi soir le mois dernier. Je venais de rentrer du travail. Je suis comptable senior et la saison des impôts approchait, alors je faisais des journées de 10 heures. J'étais épuisé, mes pieds étaient enflés, et je portais encore mon tailleur de travail. Je suis entré dans la cuisine pour commencer le dîner, et Marc était assis au comptoir, faisant défiler son téléphone. Il ne m'a pas demandé comment s'était passée ma journée. Il ne m'a pas demandé si j'allais obtenir la promotion que je visais. Il a juste levé les yeux, a scanné ma tenue et a souri narquoisement. Tu sais, a-t-il dit en tapotant son écran. J'ai vu Carole à la salle de sport aujourd'hui. Elle portait ce pantalon de yoga. Mec, elle se donne à fond. Tu devrais lui demander sa routine. Tu as l'air un peu fatigué ces derniers temps. Froissé. Je travaille 50 heures par semaine, Marc, avais-je lancé en ouvrant le frigo. Je suis fatigué parce que je paie notre hypothèque. Toujours une question d'argent avec toi, a-t-il dit en levant les yeux au ciel. Carole travaille aussi. Elle arrive à garder la ligne. Je dis juste, Linda, un homme a des besoins. Des besoins visuels. Tu faisais plus d'efforts avant. Je me souviens être resté là, tenant un sac de carottes, sentant les larmes me piquer les yeux. Je me sentais laide. Je me sentais vieille. Et pire que tout, j'avais l'impression qu'il avait raison. Il me faisait sentir que ma valeur était uniquement déterminée par ma comparaison avec ma meilleure amie. Ce n'était pas seulement le physique. C'était tout. Si je faisais un rôti, il disait, c'est bon. Mais tu te souviens de cette poitrine de bœuf que Carole a faite l'été dernier, qui fondait dans la bouche? Celui-ci est un peu sec. Si j'achetais une nouvelle robe, il disait, jolie. Mais je pense que les couleurs vives vont mieux à Carole. Tu devrais t'en tenir au neutre. Il cache tes zones.
Il nous mettait constamment en compétition. Mais la partie tordue, c'est qu'il le faisait d'une manière qui me faisait me sentir coupable d'être jalouse. Si je me plaignais, j'étais peu sûre de moi. Si je me mettais en colère, j'étais folle. J'ai pensé aux finances. C'était la plus grande ironie de toutes. Marc n'avait pas eu d'emploi stable depuis 4 ans. Il se disait consultant, ce qui signifiait surtout qu'il restait assis dans son bureau à domicile à jouer à des jeux vidéo et à passer des appels occasionnels. Je payais la facture d'électricité. Je payais les courses. Je payais son assurance auto. Pourtant, il agissait comme s'il était le trophée. Il agissait comme s'il me faisait une faveur en restant marié avec moi. Il y a un souvenir qui m'a glacé le sang alors que j'étais allongé là. Il y a environ 3 mois, Marc s'était plein d'argent. Il voulait un nouveau jeu de club de golf. Je lui ai dit que nous ne pouvions pas nous le permettre parce que nous devions réparer le toit. « Tu es si radine, Linda », avait-il ricané. « Tu n'as aucune vision. Tu sais, le fiancé de Carole vient de lui acheter un collier en diamant. Ça doit être sympa d'être avec un homme qui t'apprécie. Ou peut-être que c'est juste que Carole est le genre de femme qui inspire la générosité. Toi, tu inspires la budgétisation. » J'avais intériorisé cela. J'avais même pris le temps ce soir-là d'examiner notre budget pour voir si je pouvais trouver assez d'argent pour ces clubs de golf, juste pour prouver que je n'étais pas radine, juste pour prouver que je pouvais être aussi inspirante que Carole. Mon Dieu, j'avais été si stupide. Je me suis assise dans mon lit, la prise de conscience me frappant comme un coup physique. Il ne plaisantait pas seulement. Il n'était pas seulement un mauvais comédien. Il était méchant. Il était délibérément cruel. Il utilisait Carole comme une arme pour me maintenir dans l'insécurité, pour me déstabiliser afin que je travaille plus dur pour lui plaire. Il me faisait me sentir reconnaissante qu'il reste tout en me disant chaque jour qu'il voulait partir. J'ai regardé la table de chevet. Il y avait une photo encadrée de nous datant d'il y a 10 ans. Je l'ai prise. J'ai regardé mon moi plus jeune, souriant, inconsciente des années de manipulation à venir. J'ai regardé le bras de Marc autour de moi, l'air possessif, pas aimant. J'ai ouvert le tiroir et j'ai laissé tomber la photo à l'intérieur, face contre table. Je ne voulais pas voir son visage. Le soleil commençait à se lever. La lumière grise de l'aube filtrait à travers les rideaux. Je n'avais pas dormi de la nuit, mais je ne me sentais pas fatigué. Je ressentais une étrange énergie bourdonnante. Je n'étais plus seulement triste. J'étais en colère. Et je savais que lorsque le soleil se lèverait complètement, j'avais du travail à faire, car Marc pensait que ce n'était qu'une dispute. Il pensait qu'il resterait chez sa mère quelques jours, que je me calmerais, m'excuserais et le supplierais de revenir. Il n'avait aucune idée que je n'étais pas en train de me calmer. J'étais juste en train de commencer. Le soleil du matin frappait à peine la table de la cuisine quand un coup a résonné dans la maison silencieuse. Ce n'était pas Marc. Il avait encore sa clé. Malheureusement, j'avais mis la chaîne. J'ai jeté un coup d'œil à travers les stores. C'était ma sœur Nancy. J'ai ouvert la porte et Nancy n'a même pas dit bonjour. Elle est simplement entrée en tenant 2 grands cafés et un sac de Bagel. Nancy a 3 ans de plus que moi, a divorcé 2 fois et n'a aucune tolérance pour les bêtises. C'est le genre de femme qui amènerait une batte de baseball à un combat au couteau. J'ai reçu ton texto hier soir, a-t-elle dit en posant le café. Tu as enfin viré le parasite. Il était grand temps. J'ai apporté le petit déjeuner et une caution, juste au cas où tu l'aurais tué. Je ne l'ai pas tué, Nancy, ai-je dit, réussissant un faible sourire. J'ai juste fait sa valise. Bien. Mieux, a-t-elle acquiescé. Mais nous devons changer les serrures aujourd'hui. Je sais comment Marc fonctionne. Il reviendra pour essayer de se faufiler. Avant que je puisse répondre, il y a eu un autre coup. Plus doux cette fois. C'était Carole. Carole avait l'air terrible. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle ne portait pas de maquillage et elle était en pantalon de survêtement, une vision rare pour elle. Elle avait l'air nerveuse d'entrer, se tenant sur le paillasson comme si elle avait peur que je lui crie dessus. « Je peux entrer » a-t-elle murmuré. « Entre donc » a dit Nancy en la tirant à l'intérieur. On tient un conseil de guerre. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine. Le silence était épais.
Carole se tordait les mains, fixant sa tasse de café. Linda, a commencé Carole, sa voix tremblante. Je dois te montrer quelque chose. J'aurais dû te le montrer il y a des mois. J'avais peur. Je ne voulais pas que tu penses que je l'encourageais. Je ne voulais pas ruiner ton mariage. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, sentant un nœud se former dans mon estomac. Carole a fouillé dans son sac à main et a sorti son téléphone. Elle l'a déverrouillé, a ouvert ses messages et a fait glisser le téléphone sur la table vers moi. Lillet, a-t-elle dit. Fais défiler vers le haut. J'ai pris le téléphone. Le nom du contact était Marc, le mari de Linda. J'ai commencé à lire. Mes mains se sont mises à trembler. Ce n'étaient pas seulement les blagues publiques. Ce n'étaient pas seulement les commentaires lors des dîners. C'était une campagne. 12 octobre, 14h45, je t'ai vu faire du jogging près du parc. Ce short devrait être illégal. J'aimerais courir derrière toi. 15 octobre, 23h30, Linda dort sur le canapé la bouche ouverte, en train de ronfler. Mon Dieu, j'aimerais te parler à la place. Tu es la seule qui me comprend. 2 novembre, 10h, pourquoi es-tu avec David? Ce type est un rustre. Tu as besoin d'un vrai homme. Quelqu'un qui sait comment gérer une femme comme toi. 14 novembre, 1h15, je n'arrête pas de penser à toi, Carole. C'est une torture d'être dans cette maison. Si tu me donnais un seul signe, je quitterais tout ça. On pourrait s'enfuir. Je suis sérieux. Il y en avait des dizaines. Des photos de lui à la salle de sport en train de fléchir les muscles, des liens vers des chansons avec des légendes comme « Je pense à toi ». J'ai fait défiler et défiler. Ça remontait à 6 mois. Il a envoyé ça quand j'étais au travail, ai-je murmuré. Il a envoyé ça alors qu'il était assis à côté de moi en regardant la télé. Je n'ai jamais répondu, a dit Carole rapidement, les larmes coulant. Ou si je l'ai fait, c'était pour lui dire d'arrêter. Regarde. J'ai regardé. Les réponses de Carole étaient courtes et froides. Marc, arrête. C'est inapproprié. Tu es ivre. Va dormir. J'aime Linda. Ne me dis plus jamais ça. Mais il n'a pas arrêté. Il a continué à insister. Il a continué à la harceler. Il m'a dit la semaine dernière qu'il allait te quitter de toute façon, a sangloté Carole. Il a dit que tu étais morte. Attends. Il a dit qu'il attendait juste le bon moment. Je voulais te le dire, mais David a dit que nous devrions attendre après le mariage pour ne pas faire de scène. Je suis tellement désolé, Linda. Je me sens si coupable. Je lui ai rendu le téléphone. Je me sentais mal, physiquement mal. Mais étrangement, les larmes ne sont pas venues. Au lieu de cela, une clarté froide et dure m'a envahi. Tu n'as rien à te reprocher, ai-je dit à Carole. J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne. Tu étais harcelé par mon mari. Nancy a arraché le téléphone de la table. Envoie tout ça à Linda tout de suite. Des captures d'écran. Chacune d'entre elles. Pourquoi, a demandé Carole en s'essuyant les yeux. Parce que ce n'est plus juste une rupture, a dit Nancy, ses yeux se rétrécissant en fente dangereuse. C'est une munition. Il va essayer de faire passer Linda pour la femme folle et jalouse. Il va dire à tout le monde qu'elle a surréagi à une blague. Ces textos prouvent qu'il est un prédateur. C'est un infidèle émotionnel. Nancy a raison, ai-je dit. Ma voix me semblait différente. Plus forte. Envoie-les. Je veux tout. Mon téléphone a vibré sur la table. C'était un texto de Marc. Marc, as-tu fini ta petite crise de colère? J'ai besoin de mes autres chaussures. Je passe les prendre vers midi. Ne verrouille pas la porte. J'ai regardé Nancy. Nancy a regardé le texto et a souri d'un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Oh, il vient. Nancy a fait craquer ses doigts. Bien. Laisse-le venir. Mais il n'entrera pas. Je dois appeler un avocat, ai-je dit en me levant. Je dois connaître mes droits avant qu'il n'arrive. J'ai déjà un nom, a dit Nancy. Stevens. C'est un requin. Il s'est occupé de mon deuxième divorce.
Ils mangent les hommes comme Marc au petit déjeuner. J'ai regardé l'horloge de la cuisine. Il était 9 heures du matin. Ma vie telle que je la connaissais était terminée. Mais en regardant ma sœur et ma meilleure amie, j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Marc avait essayé de m'isoler, de me faire sentir petite et mal aimée par rapport à Carole. Mais en faisant cela, il avait juste poussé les 2 personnes qui m'aimaient le plus dans mon camp. Envoie les textos, Carole, ai-je dit. Et Nancy, appelle le serrurier. À 10 heures du matin, la maison ressemblait à un chantier de construction. Le serrurier perçait la porte d'entrée, remplaçant le pêne dormant standard par une serrure électronique de haute sécurité. Cela m'a coûté $300, mais la tranquillité d'esprit valait chaque centime. Juste au moment où le serrurier finissait, mon téléphone a sonné. L'écran affichait « Barbara Mel ». Mon estomac s'est noué. Barbara, la mère de Marc, était un cas. Elle avait 78 ans, portait trop de parfums floral et croyait que son fils était un don de Dieu à la population féminine. À ses yeux, Marc ne pouvait rien faire de mal. S'il ratait un entretien d'embauche, c'était la faute de l'interviewé. S'il prenait du poids, c'était ma cuisine. J'ai regardé Nancy. C'est Barbara. Mets-la sur haut-parleur, a ordonné Nancy en se versant une 3e tasse de café. J'ai besoin d'un peu de divertissement. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu. Bonjour, Barbara. Linda. Sa voix a crié à travers le haut-parleur. Qu'est-ce qui se passe? Marc est assis ici à ma table de cuisine, complètement bouleversé. Il dit que tu l'as jeté à la rue au milieu de la nuit comme un chien. Je ne l'ai pas jeté dehors, ai-je dit calmement. J'ai fait sa valise et je lui ai demandé de partir. Il y a une différence. Pour une blague, a ricané Barbara. Vraiment, Linda? Il m'a raconté ce qui s'est passé. Il a fait un petit commentaire inoffensif au dîner et tu t'es emporté. Tu sais comment est Marc. Il a un sens de l'humour coloré. Tu es incroyablement sensible. Les hommes ont besoin de s'exprimer. S'exprimer, ai-je répété, sentant la chaleur monter à mes joues. Barbara, il a dit à ma meilleure amie qu'il me quitterait pour elle. Il lui envoie des textos depuis 6 mois, lui demandant de s'enfuir avec lui. Ce n'est pas une blague. C'est de l'infidélité. C'est du harcèlement. Il y a eu une pause à l'autre bout. Pendant une seconde, j'ai cru que je l'avais atteinte. Eh bien, a dit Barbara, son ton passant du choc au dédain. Peut-être que si tu prenais mieux soin de toi, il ne regarderait pas ailleurs. Les yeux d'un homme vagabondent quand il n'est pas satisfait à la maison. Linda, tu as tellement travaillé ces derniers temps. Tu n'es jamais à la maison pour lui faire à manger. Tu t'es laissé aller. Honnêtement, peux-tu lui reprocher de remarquer une femme plus jeune et plus en forme? L'air a quitté la pièce. La mâchoire de Nancy est tombée. Carole a mis sa main sur sa bouche. J'avais déjà entendu Barbara faire de petites piques, mais ça. C'était du blâme de victime à son paroxysme. C'était elle qui me disait que je méritais d'être abusé émotionnellement parce que je travaillais dur pour soutenir son fils au chômage. Quelque chose en moi s'est durci. L'ancienne Linda se serait excusée. L'ancienne Linda aurait promis de faire plus d'efforts. Mais l'ancienne Linda était partie. Elle est morte au moment où Marc a fait cette blague. Écoute-moi très attentivement, Barbara, ai-je dit, ma voix stable et froide comme la glace. Je travaille dur pour payer le toit au-dessus de la tête de ton fils. Je paie sa nourriture. Je paie sa voiture. Je l'ai soutenu pendant 4 ans pendant qu'il se cherchait. Si ce n'est pas assez pour lui, alors il est libre de trouver quelqu'un d'autre à parasiter. Peut-être que tu peux le soutenir maintenant, parce que j'en ai fini. Comment oses-tu me parler comme ça, a halté Barbara. Je suis ton aîné. Tu es une femme égoïste et sans cœur. Pas étonnant qu'il veuille Carole. Elle est douce. Elle ne ferait jamais. Carole le déteste, Barbara, les jeux coupés. Elle m'a montré les textos. Elle le trouve glauque. Tout le monde le trouve glauque. Et au fait, je change les serrures, alors dis à Marc de ne pas prendre la peine de venir, à moins qu'il ne veuille parler à la police. J'ai raccroché. Ma main tremblait, mais je me sentais puissante. Nancy a commencé à applaudir lentement. Ça, a-t-elle dit, souriant comme un requin,
c'est la plus belle chose que j'ai jamais entendue. Je n'arrive pas à croire qu'elle t'ait dit ça, a dit Carole, l'air furieux. Te blâmer? C'est dégoûtant. C'est ce qu'elle fait, ai-je dit en posant le téléphone. C'est une facilitatrice. C'est elle qui l'a créé. Elle lui a appris que rien n'est jamais de sa faute. Mon téléphone a de nouveau sonné. Un texto de Marc. Marc, maman pleure. J'espère que tu es contente. Tu déchires cette famille. Je passe prendre mes clubs de golf et mes autres costumes. J'y serai dans 20 minutes. Il arrive, ai-je dit. Nancy s'est approchée de la porte et a vérifié la nouvelle serrure. Elle a tourné le pêne dormant avec un bruit sourd satisfaisant. Laisse-le venir, a dit Nancy. La porte reste fermée. S'il veut ses clubs de golf, il peut attendre que les avocats s'en mêlent. La possession vaut 9/10 de la loi, non? Je ne pense pas que ça s'applique au club de golf, ai-je dit. Mais je m'en fiche. Il n'entre pas. J'ai regardé mon salon. Pendant des années, j'avais marché sur des œufs ici, craignant de perturber l'humeur de Marc. Maintenant, cela ressemblait à une forteresse, et j'étais la reine protégeant son château. Mais je connaissais Marc. Il n'abandonnerait pas facilement. Et je savais que les paroles de sa mère sur l'argent et les besoins étaient un signe avant-coureur. Marc se souciait de deux choses, son ego et son portefeuille. J'avais meurtri son ego. Maintenant, je devais protéger mon portefeuille. Nancy, ai-je dit, conduis-moi à la banque. Maintenant. Pourquoi? Parce que, ai-je dit en attrapant mon sac à main. Marc a une carte secondaire sur mon compte d'épargne principal, le compte que nous utilisons pour les réparations de la maison et le fonds d'urgence. S'il est en colère, il va essayer de me faire mal là où ça compte. Nancy a attrapé ses clés. En route. Nous ne sommes pas allés directement à la banque. Nancy a insisté pour que nous nous arrêtions d'abord au cabinet d'avocat. Tu ne bouges pas d'argent avant qu'un avocat ne te dise que c'est bon, a-t-elle conseillé. Tu ne veux pas qu'un juge pense que tu caches des actifs. Le bureau de Monsieur Stevens sentait le vieux cuir et le café rassis. C'était un petit homme avec des lunettes pointues et un comportement qui suggérait qu'il avait vu toutes les manières possibles pour un mariage d'imploser. Je me suis assise en face de lui, serrant un dossier de relevé bancaire que j'avais imprimé à la hâte. Alors, a dit Stevens en regardant les messages que Carole m'avait envoyés. Il a un schéma de harcèlement. Il vous a publiquement humilié et il est au chômage depuis 4 ans. Oui, ai-je dit. Je paie pour tout. Et la maison est à nos deux noms, ai-je dit. Mais la compte provenait de mon héritage de ma grand-mère. Stevens a hoché la tête, prenant des notes. Dans l'Ohio, le partage équitable est la norme, mais sa conduite et la dépendance financière, ça complique les choses. Nous devons examiner les finances. Avez-vous remarqué une activité inhabituelle récemment? Non, ai-je dit. Je veux dire, je paie les factures. Marc a une carte pour les courses et l'essence. Stevens s'est penché en avant. Linda, d'après mon expérience, quand un homme est infidèle ou essaie de l'être, l'argent commence à fuir. Vérifiez les relevés. Maintenant. J'ai ouvert le dossier. J'avais imprimé les 3 derniers mois de notre compte d'épargne commun, le fonds de prévoyance. Il était censé contenir environ 40 000 $. Nous avions économisé pour un nouveau toit et éventuellement pour la retraite. J'ai parcouru les lignes. Mon cœur a sauté un battement. 12 septembre, retrait 500 $. 20 septembre, retrait 800 $. 4 octobre, Diamond District Jewelers, 2500 $. J'ai halté. Attendez, il a dépensé 2500 $ dans une bijouterie en octobre. As-tu reçu un collier? A demandé Nancy sèchement. Non, ai-je murmuré. J'ai eu un mixeur pour mon anniversaire en octobre. J'ai continué à lire. 15 octobre, retrait 1000 $. 1er novembre, avance de fonds, 500 $. Il y en avait des dizaines. Petit retrait, avance de fonds, dîner dans des steakhouse où je n'étais jamais allé. Le solde, a dit Stevens. Regardez le solde final. J'ai regardé en bas de la page. Solde actuel, 12 450 $. Il a dépensé près de 30 000 $, ai-je dit, la voix tremblante.
En 6 mois? Où est-ce que c'est passé? La bijouterie, a dit Carole doucement. Tu te souviens que je t'ai dit qu'il voulait impressionner les femmes. Il a probablement acheté des cadeaux. Pas pour moi, mais peut-être pour d'autres. Ou peut-être qu'il a misé de l'argent aux jouets, a suggéré Nancy. Ou juste le brûler pour se sentir comme un caïd. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. La trahison des textos était une chose, c'était émotionnel. Mais ça, c'était mon travail. C'était les heures que j'avais passées à regarder des feuilles de calcul jusqu'à ce que mes yeux brûlent. C'était les vacances que je n'avais pas prises. C'était la voiture que je n'avais pas changée. J'avais sacrifié ma vie pour économiser cet argent pour notre avenir. Et il l'avait volé. Il avait volé notre avenir pour financer sa vie de fantasme. C'est un voleur, ai-je dit, la colère remplaçant le choc. C'est un voleur, monsieur Stevens. C'est un conjoint qui utilise des fonds matrimoniaux, a corrigé doucement Stevens, bien que ses yeux fussent durs. Techniquement, il y a accès, mais c'est une dissipation d'actifs. Il a dépensé de l'argent matrimonial pour des activités non matrimoniales. Nous pouvons argumenter cela au tribunal. Nous pouvons essayer de faire déduire cela de sa part de la maison. Puis-je le couper, ai-je demandé. Pour l'instant, vous ne pouvez pas le laisser sans un sou pour la nourriture, a dit Stevens. Le tribunal n'aime pas ça. Mais vous devez absolument protéger ce qui reste. Ouvrez un compte séparé à votre nom uniquement. Transférez immédiatement la moitié des fonds communs restants. Annulez les cartes de crédit qui sont à votre nom avec lui comme utilisateur autorisé. S'il a ses propres cartes, laissez-le accumuler des dettes. Ce sera son problème. Et le fonds de retraite, ai-je demandé, la panique montant. Mon 401K. Il ne peut pas y toucher sans votre signature, a dit Stevens. Mais dans un divorce, il pourrait avoir droit à la moitié de ce qui a été accumulé pendant le mariage. Cependant, compte tenu de la dissipation des économies, nous avons un levier. Nous négocions. Il garde ses dettes. Vous gardez votre retraite. Nous nous battrons salement si nécessaire. Je me suis levé. Je me sentais étourdi mais concentré. Je vais à la banque, ai-je dit. Je prends la moitié des 12 000 restants et j'annule toutes les cartes. Bien, a dit Stevens. Et Linda, quand il le découvrira, et il le découvrira dans l'heure, ne vous engagez pas. Ne discutez pas, dites-lui de m'appeler. Je suis sorti de ce bureau avec une mission. Marc avait pris mon amour. Il avait pris ma dignité. Il avait pris 30 000 $ de mon argent durement gagné. Mais il ne prendrait pas un centime de plus. La directrice de la banque, Madame Gable, me connaissait. Elle a eu l'air inquiète quand je suis entré avec Nancy à mes côtés comme un garde du corps. J'ai expliqué brièvement la situation. Séparation, irrégularité financière. Elle a hoché la tête avec sympathie et m'a aidé à ouvrir un nouveau compte courant individuel. Nous avons transféré exactement 6 225 $, la moitié du solde restant, sur mon nouveau compte. J'ai laissé l'autre moitié à Marc. Je n'allais pas être la méchante ici. Je suivais la loi. Puis sont venues les cartes de crédit. Annuler la visa se terminant par 4590, ai-je dit. Retirer Marc comme utilisateur autorisé de l'Amex. Fait est fait, a dit Madame Gable. Les cartes sont mortes avec effet immédiat. Nous sommes sortis de la banque sous le soleil éclatant de l'après-midi. Je me sentais plus légère. J'ai regardé ma montre. Il était 13 heures. Marc allait généralement déjeuner à cette heure-là. Il aimait aller dans ce restaurant italien du centre-ville, à mes frais, apparemment. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Marc. J'ai regardé Nancy. Elle a hoché la tête. Réponds. Mais souviens-toi, ne t'engage pas à rediriger vers Stevens. J'ai fait glisser la barre pour répondre. Allô. Espèce de salope, a crié la voix de Marc dans mon oreille. C'était si fort que Nancy pouvait l'entendre depuis le siège passager. Tu m'as embarrassé. Je suis chez Luigi. Le serveur vient de refuser ma carte devant tout le monde. Devant les gars. Je t'ai retiré comme utilisateur autorisé, Marc, ai-je dit calmement. Le compte est à mon nom. C'est notre argent.
C'est ma ligne de crédit, a-t-il crié. Comment suis-je censé payer mon déjeuner? Comment suis-je censé mettre de l'essence dans la voiture? Tu as 6 000 $ sur le compte courant commun, ai-je dit. Utilise ta carte de débit ou trouve un travail. Tu me voles, a-t-il balbutié. Je vais appeler la police. Tu ne peux pas juste me couper les vivres. Je ne t'ai pas coupé les vivres, ai-je dit. J'ai sécurisé mes actifs. Tu as dépensé 30 000 $ de nos économies en 6 mois, Marc. J'ai vu les relevés. La bijouterie, les avances de fonds. Silence. Silence de mort à l'autre bout. Le vent a tourné. Il ne savait pas que je savais. C'était des investissements, a-t-il bredouillé, sa voix baissant d'une octave. Je travaillais sur une affaire. Tu ne comprends rien à la finance, Linda. Je suis comptable, Marc, ai-je dit, riant presque de l'absurdité. Je comprends mieux la finance que tu ne comprends la décence. Si tu as des questions, tu peux appeler mon avocat, Monsieur Stevens. Je t'enverrai son numéro par texto. Ne m'appelle plus. J'ai raccroché. Mon cœur battait la chamade, tambourinant contre mes côtes comme un oiseau piégé. Mais pour la première fois, ce n'était pas de la peur. C'était de l'adrénaline. C'était le frisson de se défendre. J'ai regardé mon téléphone. Je voulais le bloquer, mais Stevens a dit de garder la ligne ouverte pour l'épreuve. Je me suis tourné vers Nancy. Il est chez Luigi avec les gars. Il est humilié. Bien, a dit Nancy en démarrant la voiture. Laisse-le faire la vaisselle pour payer ses pâtes. J'ai pris une profonde inspiration. Je savais que ce n'était pas fini. Marc était un narcissique. Maintenant que j'avais coupé son approvisionnement, à la fois émotionnel et financier, il allait intensifier. Il essaierait de me faire du mal. Il essaierait de détruire ma réputation. Mais j'étais prête. Je dois faire une pause ici une seconde. Mes mains tremblent rien qu'en racontant cette partie. Il est difficile d'expliquer le mélange de peur et de satisfaction absolue que j'ai ressenti à ce moment-là. Avez-vous déjà dû affronter quelqu'un qui avait un pouvoir financier sur vous? Ou quelqu'un qui vous faisait sentir que vous lui deviez tout même s'il vous prenait tout? Si vous écoutez et que vous êtes de mon côté, s'il vous plaît, faites-moi une énorme faveur. Appuyez sur le bouton j'aime et commentez le chiffre ainsi dessous. Tapez simplement 1. Cela me dit que vous êtes avec moi, que je ne suis pas folle et que vous voulez voir Marc obtenir exactement ce qu'il mérite. Votre soutien, honnêtement, me fait avancer. Voir ces uns dans les commentaires me donne l'impression d'avoir une armée derrière moi. Alors, s'il vous plaît, commentez un maintenant. D'accord, merci. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé lorsque le téléphone a de nouveau sonné, car je pensais que c'était Marc qui rappelait pour crier encore, mais ce n'était pas le cas. C'était quelqu'un que je ne m'attendais jamais à entendre. Mon téléphone a de nouveau sonné à 16 heures. J'étais de retour à la maison, assise dans le salon avec le nouveau pen dormant enclenché et une chaise coincée sous la poignée de la porte, juste au cas où. J'ai regardé l'identifiant de l'appelant. Franck, beau-père. J'ai grogné. D'abord Barbara, maintenant Franck. Je me suis préparé à une autre leçon de morale. Franck était un homme silencieux, un officier militaire à la retraite. Il s'impliquait rarement dans les drames familiaux, laissant généralement Barbara faire tout le discours. J'ai supposé que Barbara l'avait poussé à le faire, lui disant d'appeler et de m'ordonner de reprendre Marc. J'ai répondu sèchement. Allô, Franck. Linda. Sa voix était rauque, profonde. J'ai entendu ce qui s'est passé. Si tu appelles pour me dire de m'excuser auprès de Marc, ai-je dit en le coupant, tu peux garder ton souffle. Je ne le reprends pas. Il y a eu une longue pause. Je me suis préparé au cri. Je n'appelle pas pour ça, a dit Franck. Sa voix semblait fatiguée. J'appelle pour m'excuser. J'ai cligné des yeux. Pardon? Je m'excuse, a répété Franck. Barbara m'a donné sa version. Elle a dit que tu étais devenue folle, mais je connais mon fils et je te connais. Tu as été une sainte, Linda. Tu l'as maintenue à flot pendant des années. J'ai dit à Barbara de la fermer, mais tu sais comment elle est. J'ai senti les larmes me piquer les yeux.
La gentillesse inattendue est toujours ce qui vous brise quand vous essayez d'être forte. Il a harcelé Carole, Frank, ai-je murmuré. Ce n'était pas juste une blague. Je te crois, a dit Frank. J'ai vu comment il la regardait à Thanksgiving dernier. J'aurais dû dire quelque chose à ce moment-là. Je l'ai élevé, Linda. Mais quelque part en cours de route, j'ai échoué. Il est faible. C'est un homme faible qui a besoin de rabaisser les femmes pour se sentir grand. Et j'ai honte de lui. Entendre le propre père de Mark dire cela, c'était validant d'une manière que rien d'autre ne pouvait l'être. Merci, Frank, ai-je dit. Ça signifie beaucoup. Écoute, a dit Frank en baissant la voix. Je suis au courant de l'héritage. Ma succession. Mark s'était toujours vanté que lorsque ses parents décéderaient, nous serions riches. Frank avait bien réussi dans l'immobilier. C'était le filet de sécurité de Mark. La raison pour laquelle il sentait qu'il n'avait pas vraiment besoin de travailler dur. Mark pense qu'il va toucher un gros pactole quand je passerai l'arme à gauche, a dit Frank. Il compte dessus. Il emprunte probablement dessus dans sa tête. Probablement, ai-je convenu. Eh bien, a dit Frank, j'ai appelé mon avocat il y a 1 heure. Je change le testament. Je mets sa part dans un trust. Il ne peut pas toucher au capital. Il recevra une petite allocation mensuelle, assez pour le loyer et la nourriture, mais il n'aura pas une somme forfaitaire à claquer en voiture de sport et en femme. Et Linda, oui. Je te laisse une partie, a-t-il dit directement. Tu as été une bonne belle-fille. Tu t'es occupé de nous quand Barbara a eu sa chirurgie de la hanche. Mark n'est pas venu une seule fois. Toi, si. Je n'oublie pas ça, Frank. Tu n'es pas obligé. Je le fais, a-t-il dit fermement. Et une dernière chose. Si tu as besoin d'un avocat, garde celui que tu as, mais envoie-moi la facture. Je paierai pour ton divorce. J'ai halté. Frank, je ne peux pas te demander de financer un divorce contre ton propre fils. Ce n'est pas contre mon fils, a dit Frank. C'est pour la justice. Il a besoin d'apprendre une leçon. Et apparemment, toucher le fond est le seul moyen pour lui d'apprendre. Fais ce que tu as à faire, Linda. Réduis-le en cendres si tu le dois. Peut-être que de ces cendres, il finira par grandir. Il a raccroché. J'ai fixé le téléphone. Je m'attendais à une bataille sur tous les fronts. Je m'attendais à me battre contre Mark, ses parents et le monde. Mais au lieu de cela, j'avais une armée. J'avais Nancy. J'avais Carole. Et maintenant, incroyablement, j'avais Frank. Mark pensait qu'il avait tout le pouvoir parce qu'il était un homme et que j'étais juste sa femme ennuyeuse. Mais il avait oublié une chose. Quand vous traitez les gens avec gentillesse pendant 20 ans, ils s'en souviennent. Et quand vous traitez les gens comme des ordures, ils s'en souviennent aussi. Mark était sur le point de découvrir qu'il était très, très seul. Mais la guerre n'était pas finie. Mark était désespéré maintenant. Il n'avait pas d'argent, pas de maison, et son père venait de se retourner contre lui, bien qu'il ne le sût pas encore. Un narcissique désespéré est une chose dangereuse. Et je n'avais aucune idée que pendant que je sécurisais mes comptes bancaires, Mark planifiait son prochain coup, un coup qui amènerait la police à ma porte avant le coucher du soleil. Le soleil s'était couché depuis des heures, mais l'adrénaline de ma conversation avec Frank, le père de Mark, bourdonnait encore dans mes veines. J'avais passé la soirée à vérifier les fenêtres. J'avais coincé une lourde chaise de salle à manger sous la poignée de la porte d'entrée, comme dans les films. Cela semblait ridicule. Honnêtement, j'étais une comptable de 52 ans vivant dans une banlieue tranquille. Je ne devrais pas être en train de fortifier ma maison comme si c'était un bunker. Nancy était rentrée chez elle pour nourrir ses chats, mais avait promis de garder son téléphone allumé. J'étais seul, juste moi et le silence de la maison qui me semblait soudainement beaucoup trop grande. Vers 23h45, j'étais assise dans le salon avec une seule lampe allumée, faisant défiler mon iPad, essayant de me distraire quand je l'ai entendu. Grattement, grattement. C'était le bruit du métal sur le métal à la porte d'entrée. Mon cœur s'est arrêté. Littéralement arrêté. Puis il a martelé contre mes côtes si fort que ça faisait mal. Je suis resté figé, écoutant. Tressaillement. Bruit sourd.
Quelqu'un essayait de mettre une clé dans la serrure. Marc. Je connaissais son rythme. Je connaissais sa façon de secouer agressivement la poignée quand il était impatient. Il essayait d'entrer. Je me suis levé, mes chaussettes glissant silencieusement sur le parquet. Je me suis glissé dans le couloir, restant hors de la ligne de vue des panneaux de verre sur le côté de la porte. Allez, saleté, l'ai-je entendu marmonner. Sa voix était pâteuse. Il était ivre. Bien sûr qu'il était ivre. Il a tourné la clé à nouveau, plus fort cette fois, mais le nouveau peine dormante électronique que Nancy et moi avions installé ce matin-là n'a pas bougé. Ce n'était plus seulement une serrure mécanique. C'était une barre d'acier solide qui n'allait pas céder à son ancienne clé. « Linda » a-t-il crié. Il a frappé du poing sur la porte. « Je sais que tu es là. Ouvre cette fichue porte. Ma clé ne marche pas. » Je me tenais dans l'ombre, tremblante. Une partie de moi, la vieille partie conditionnée, voulait se précipiter, ouvrir et s'excuser. Ne le mets pas en colère. Laisse-le simplement entrer. Donne-lui ce qu'il veut et il s'en ira. C'était le scénario que j'avais suivi pendant 25 ans. Mais j'ai regardé la lourde chaise coincée sous la poignée. J'ai regardé mes mains tremblantes et je me suis souvenu des 30 000 $ manquants de mes économies. Je me suis souvenu des textos à Carole. J'ai sorti mon téléphone. Je n'ai pas appelé Nancy. J'ai composé le 911. 911, quelle est votre urgence? Il y a un homme qui essaie de s'introduire dans ma maison, ai-je murmuré. Il est en état d'ivresse et agressif. Connaissez-vous cet homme, madame? Oui, ai-je dit, ma voix gagnant en force. C'est mon mari dont je suis séparé. Il ne vit plus ici. Je lui ai demandé de partir et il essaie de forcer la porte. D'accord, des officiers sont en route. Est-il armé? Je ne pense pas, mais il est en colère. Pendant que j'étais au téléphone, les coups sont devenus plus forts. Marc donnait des coups de pied dans la porte maintenant. C'est ma maison, a-t-il crié. Tu ne peux pas m'enfermer dehors de ma propre maison, espèce de sorcière folle. J'ai besoin de mes dossiers. Ouvre la porte ou je vais casser une fenêtre. Je me suis déplacé dans la cuisine, attrapant le plus grand couteau du bloc à couteau. Non pas parce que j'avais l'intention de l'utiliser, mais parce que j'avais besoin de m'accrocher à quelque chose de tranchant pour ne pas me sentir impuissante. Des lumières bleues et rouges ont clignoté à travers la fenêtre avant. Dieu merci. J'ai jeté un coup d'œil à travers les stores. 2 voitures de police s'étaient garées. J'ai vu Marc se figer. Il se tenait sur le porche, la chemise sortie, l'air débraillé et pathétique. J'ai regardé 2 officiers s'approcher de lui. Marc a immédiatement levé les mains, jouant son rôle de type charmant. Je pouvais le voir faire des gestes, pointer la maison, leur disant probablement que j'étais la folle, que c'était un malentendu. Le répartiteur m'a dit qu'il était sûr d'ouvrir la porte. J'ai retiré la chaise et j'ai déverrouillé le pêne dormant. J'ai ouvert la porte. L'air frais de la nuit m'a frappé le visage. Marc s'est tourné pour me regarder, les yeux pleins de venin. Elle a changé les serrures, officier, a crié Marc en pointant un doigt tremblant vers moi. C'est illégal. Vous ne pouvez pas enfermer un homme hors de son domicile conjugal. L'une des officiers, une grande femme au visage sévère, m'a regardé. Madame, est-ce votre mari? Il l'est, ai-je dit en croisant les bras. Mais il a déménagé hier. Il a pris ses affaires. Il est ici en train de me harceler et de menacer de casser mes fenêtres. Je ne me sens pas en sécurité. Je voulais juste mon acte de naissance, a menti Marc, et mes clubs de golf. À minuit, a demandé l'officier sèchement. Monsieur, vous êtes en état d'ivresse. Vous devez partir. Je ne pars pas tant que je n'ai pas mes affaires. Marc s'est jeté vers la porte. Les officiers se sont interposés en une seconde. Ils ne l'ont pas arrêté, mais ils l'ont physiquement bloqué, le repoussant vers l'allée. Monsieur, vous êtes en violation de propriété à ce stade, a dit l'officier. C'est une affaire civile. Si vous voulez vos biens, vous passez par des avocats. Si vous mettez à nouveau le pied sur ce porche ce soir, vous serez arrêté pour trouble à l'ordre public. Compris? Marc a regardé les flics, puis moi. Il ressemblait à un rat acculé. Bien,
A-t-il craché? Bien. Garde la maison. Garde les ordures. Tu auras des nouvelles de mon avocat, Linda. Tu vas le regretter. Je n'ai rien regretté depuis hier, ai-je dit assez fort pour qu'il l'entende. Je les ai regardés l'escorter jusqu'à sa voiture, qu'heureusement ils ne l'ont pas laissé conduire. Ils lui ont fait appeler un taxi. Je suis resté sur le pas de la porte, enveloppé dans mon cardigan, regardant les feux arrière du taxi s'éloigner dans la rue. J'ai fermé la porte. Je l'ai verrouillée. J'ai remis la chaise. Je suis allé dans la cuisine et j'ai remis le couteau dans le bloc. Mes mains tremblaient encore, mais la peur se transformait en autre chose. Marc venait de me montrer exactement qui il était. Il n'était pas un partenaire. Il était un intrus. Et ce soir, pour la première fois de ma vie, j'avais défendu mon territoire. Le lendemain matin, le silence de la maison a été remplacé par le bourdonnement incessant de mon téléphone. Ça a commencé vers 7 heures du matin et ça n'a pas arrêté. Je l'ai pris, m'attendant à des textos de Marc. Au lieu de cela, c'était des notifications de Facebook. Suzanne a commenté une publication dans laquelle vous êtes identifié. Debbie a réagi à une publication. John vous a envoyé une demande de message. J'ai ouvert l'application et mon estomac s'est noué. Marc était passé à l'offensive nucléaire. À 3 heures du matin, probablement ivre et assis dans la chambre d'amis de sa mère, Marc avait écrit un manifeste. Une longue et décousue mise à jour de statuts qui le dépeignaient comme le martyr du siècle. C'est avec le cœur lourd que j'annonce la fin de mon mariage, commençait la publication. J'ai tout essayé pour rendre Linda heureuse. Je l'ai soutenue, aimée et je suis resté à ses côtés à travers ses humeurs et sa distance. Mais malheureusement, elle a décidé d'écouter des amis toxiques au lieu de son mari. Hier soir, elle m'a mis à la porte de notre maison et a appelé la police sur moi lorsque j'ai essayé de récupérer mes médicaments. J'ai le cœur brisé qu'après 25 ans, la loyauté ne signifie plus rien. S'il vous plaît, priez pour moi alors que je navigue à travers cette trahison. Il y avait 45 j'aime. 45 personnes qui ont cru à ces mensonges. Les commentaires étaient pires. Sa tante a écrit « Reste fort, Marc. Tu mérites mieux ». Un de ses copains de golf a écrit « Les femmes pètent les plombs à cet âge, mec. Prends un avocat ». Même une voisine que je pensais apprécier a commenté « Tellement triste d'entendre ça. » Il y a toujours deux côtés. Il n'a pas mentionné Carole. Il n'a pas mentionné le harcèlement. Il n'a pas mentionné l'argent volé. Il a soigneusement élaboré une histoire où il était le mari doux et rejeté et j'étais la femme qui partait, en pleine crise de la quarantaine. J'avais envie de crier. J'avais envie de taper une réponse furieuse. J'avais envie de poster les captures d'écran de ses textos à Carole juste là, dans la section des commentaires, et de réduire sa réputation en cendres. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier. Fais-le, a dit une voix dans ma tête. Démasque-le. Mais je me suis souvenu du conseil de Monsieur Stevens. Ne t'engage pas, laisse-le creuser sa propre tombe. Si je postais les textos maintenant, j'aurais l'air désordonné. J'aurais l'air d'être aussi dramatique que lui. Je devais être la classe. Je devais être celle qui a de la dignité. Mais c'était si difficile. Être la personne la plus mature est épuisant quand la personne la moins mature se tient sur un mégaphone pour raconter des mensonges sur vous. J'ai appelé Nancy. Tu l'as vu? Je l'ai vu, a dit Nancy, sa voix sonnant comme si elle mâchait du gravier. Je lutte actuellement contre l'envie de conduire jusqu'à la maison de Barbara et de jeter des œufs sur sa voiture. Mais ne t'inquiète pas, j'ai tout capturé. Stevens a dit de le documenter. Cela prouve qu'il essaie de t'aliéner socialement. Les gens le croient, Nancy, ai-je dit, sentant les larmes de frustration. Des gens que je connais depuis 20 ans aiment sa publication. Ces gens sont des moutons, a dit Nancy. Et ceux qui comptent, ils attendront la vérité ou ils t'appelleront. Elle avait raison. Tout au long de la journée, j'ai reçu quelques appels de mes vrais amis. Pas les connaissances occasionnelles, mais les femmes qui me connaissaient. Elles ont appelé pour demander « Linda, ça va ? Ça ne te ressemble pas. » À elles, j'ai dit la vérité. Calmement, sans hystérie, je leur ai dit « Marc harcèle Carole depuis des mois. Il a vidé nos économies. J'ai dû me protéger. » Le choc à l'autre bout de la ligne était palpable.
Le moulin à rumeurs de notre petite ville était sur le point de changer de vitesse. Mais Marc n'en avait pas fini. À midi, il avait changé sa photo de profil pour un triste selfie en noir et blanc. Il a posté une citation sur le karma. L'ironie était suffocante. J'ai réalisé que Marc essayait de gagner le tribunal de l'opinion publique parce qu'il savait qu'il allait perdre devant le tribunal de la loi. Il avait besoin d'être la victime, car s'il n'était pas la victime, il était le monstre. Et l'ego de Marc ne pouvait pas supporter d'être le monstre. J'ai décidé de faire quelque chose de radical. J'ai désactivé mon Facebook. Je ne l'ai pas bloqué. J'ai simplement disparu. Je lui ai retiré son public. Je lui ai retiré sa cible. S'il voulait boxer avec un fantôme, qu'il le fasse. J'ai passé l'après-midi à nettoyer la maison. J'ai frotté les sols. J'ai enlevé les photos de nous dans le couloir. J'ai emballé sa caverne d'homme dans des boîtes. Chaque objet de lui que je touchais, c'était comme si je perdais une couche de peau. Sa boîte à trophées de bowling. Sa collection de verres à shot. Le fauteuil inclinable moche qu'il insistait pour garder. Je l'ai traîné sur le trottoir avec une pancarte gratuite. Une voisine est passée pendant que je suais, transportant le fauteuil. C'était Madame Gable, la directrice de la banque qui habitait 2 rues plus loin. Nettoyage de printemps, a-t-elle demandé en lorgnant le fauteuil. Nettoyage de vie, ai-je dit en m'essuyant le front. Elle a souri, un regard complice dans les yeux. Bien joué, Linda. Bien joué. Marc pouvait avoir Facebook. J'avais ma réalité, et ma réalité commençait à paraître beaucoup moins encombrée. 2 jours plus tard, j'ai décidé qu'il était temps d'arrêter de me cacher. Le récit de Marc se propageait et bien que j'ai désactivé Facebook, je ne pouvais pas vivre sous une roche. J'ai invité notre groupe principal d'amis pour du vin et du fromage. C'étaient 3 couples que nous connaissions depuis plus d'une décennie, les Miller, les Johnson et les Rodriguez. J'étais terrifié. C'étaient nos amis, des amis communs. Je ne savais pas de quel côté ils se rangeraient. Ils sont arrivés l'air gênés. La tension dans mon salon était assez épaisse pour être coupée au couteau. Tout le monde tenait son verre de vin un peu trop fort. Finalement, Dave Miller a pris la parole. Alors, Linda, Marc m'a appelé. Il est assez mal en point. Il dit que tu as juste pété les plombs. J'ai pris une profonde inspiration. Carole était assise à côté de moi, me serrant la main sous la table. Nancy était dans la cuisine, faisant semblant d'arranger des crackers, mais prête à intervenir si nécessaire. Je n'ai pas pété les plombs, Dave, ai-je dit doucement. Je me suis réveillé. Je les ai regardés. Je sais que Marc est charmant. Je sais qu'il est le gars amusant au fait, mais il y a un côté de lui que vous ne voyez pas. Ou peut-être que vous l'avez vu et que vous avez juste pensé que c'était Marc étant Marc. J'ai fait un signe de tête à Carole. Carole a sorti son téléphone. Nous avions imprimé les captures d'écran. Des pages et des pages. Nous les avons fait passer autour de la table. J'ai regardé leur visage. Dave Miller a lu la première page et est devenu pâle. Suzanne Johnson a mis sa main sur sa bouche. Maria Rodriguez a froncé les sourcils, ses yeux parcourant les horodatage. Il a envoyé ça alors que nous étions tous au barbecue le mois dernier, a demandé Suzanne, la voix tremblante. Je me souviens de ce jour-là. Il était assis juste à côté de toi, Linda. Oui, ai-je dit. Il tenait ma main d'une main et envoyait des textos à ma meilleure amie de l'autre, lui demandant de lui envoyer des nudes. Le silence était absolu. L'image du gars amusant se brisait en temps réel. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Mike Rodriguez, un gars calme qui suivait habituellement Marc, s'est raclé la gorge. Il a baissé les yeux sur ses chaussures. Je savais, a dit Mike doucement. Maria s'est tournée brusquement vers lui. Que as-tu dit? Je ne savais pas pour les textos, a dit Mike rapidement, l'air terrifié par sa femme. Mais Marc parle dans les vestiaires au golf. Il a fait des paris. Des paris, ai-je demandé, mon sang se glaçant. Il nous a parié une caisse de bière qu'il pourrait, tu sais, coucher avec Carole avant Noël, a admis Mike, le visage rouge vif. Je pensais qu'il était juste dégoûtant. Juste des discussions de vestiaire. Je ne savais pas qu'il la poursuivait vraiment.
Je suis désolé, Linda. J'aurais dû le faire taire. Oui, tu aurais dû, a lancé Maria en lui frappant le bras. C'est dégoûtant. J'ai regardé Mike. J'ai ressenti une vague de nausée, mais aussi de soulagement. Merci d'avoir dit la vérité, Mike. La dynamique dans la pièce a changé instantanément. La gêne avait disparu, remplacée par une indignation collective. Ils n'étaient plus neutres. Ils étaient horrifiés. Il m'a dit que tu lui avais coupé les vivres, a dit Dave Miller en secouant la tête. Il a fait croire que tu l'affamais. Mais en sachant ça, Linda, tu aurais dû le laisser sans rien. Je lui ai laissé la moitié, ai-je dit. Parce que je suis juste, ce qui est plus qu'il ne mérite. À la fin de la soirée, la tribu avait parlé. Ils m'ont serré dans leurs bras. Ils se sont excusés d'avoir cru à sa publication sur Facebook. Suzanne a promis de ne plus le suivre immédiatement. En partant, j'ai senti un poids se soulever de ma poitrine. La plus grande arme de Mark était son charme, sa capacité à manipuler les gens pour qu'ils pensent qu'il était le gentil. Mais la vérité est une chose puissante. Une fois que les gens voient le monstre derrière le masque, ils ne peuvent plus l'ignorer. J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle. J'avais le soutien de mes amis. J'avais retrouvé ma dignité. Mais il me restait encore une boîte à faire. Les affaires du fond du placard de Mark. Celles qu'il n'avait pas touchées depuis des années. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Le week-end avant la première séance de médiation, j'ai décidé de finir de purger la maison. Je voulais que toute trace de Mark ait disparu avant de devoir m'asseoir à une table en face de lui et de négocier la fin de nos vies. J'étais dans la chambre principale, m'attaquant à l'étagère supérieure du placard. C'était l'étagère à bric-à-brac, de vieilles boîtes à chaussures, des déclarations de revenus de 1998, des guirlandes de Noël emmêlées. J'ai descendu une boîte à chaussures Nike poussiéreuse qui était fermée avec du ruban adhésif. Je supposais que c'était de vieilles cartes de baseball ou peut-être des reçus. Je me suis assise sur le lit et j'ai décollé le ruban adhésif jauni. À l'intérieur, il n'y avait pas de carte de baseball. Il y avait une pile de photos et un petit carnet Moleskine noir. J'ai d'abord pris les photos. Elles étaient imprimées sur du papier ordinaire, granuleuses et zoomées. J'ai froncé les sourcils. Elles ressemblaient à des clichés pris sur le vif. Je les ai feuilletées. Carole promenant son chien. Carole montant dans sa voiture à l'épicerie. Carole s'étirant sur son tapis de yoga dans le parc. Ce n'étaient pas des photos que Mark avait prises pendant que nous traînions ensemble. C'étaient des photos prises de loin, de l'intérieur d'une voiture, à travers une fenêtre. Mon souffle s'est coupé. J'ai laissé tomber les photos sur la couette comme si elles me brûlaient. J'ai pris le carnet noir. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine ouvrir la couverture. La première page était datée d'il y a 2 ans. 12 août, elle portait les leggings bleus aujourd'hui. Yoga à 9h. Café à la brûlerie à 10h15. Elle a souri au barista. Pourquoi ne me sourit-elle pas comme ça? 14 août, je l'ai suivie au centre commercial. Elle a acheté du parfum, senteur vanille. Je dois dire à Linda d'acheter ce parfum. J'ai feuilleté les pages, mon cœur martelant contre mes côtes comme un oiseau piégé. Ça continuait, page après page de journaux détaillés. 3 septembre, David est venu la chercher. Il a mis sa main sur le bas de son dos. Je voulais lui casser les doigts. Elle m'appartient. Elle ne le sait tout simplement pas encore. 31 octobre, fête d'Halloween. Je vais la coincer dans la cuisine. J'ai besoin de la toucher. Ce n'était pas juste un béguin. Ce n'était pas juste une crise de la quarantaine. C'était un prédateur. Mon mari, l'homme qui dormait à côté de moi, qui mangeait ma cuisine, qui regardait Netflix avec moi, avait harcelé ma meilleure amie pendant 2 ans. Il avait documenté ses mouvements. Il avait fantasmé de blesser son fiancé. J'ai senti la bile me monter à la gorge. J'ai couru à la salle de bain et j'ai eu des hauts-le-cœur au-dessus du lavabo. Je me suis lavé le visage à l'eau froide, me regardant dans le miroir. J'avais l'air pâle, fantomatique. Comment avais-je pu manquer ça? Comment avais-je pu être si aveugle? Je pensais que c'était juste un con. Je pensais que c'était juste un infidèle. Mais il était dangereux.
J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé Nancy. Viens, ai-je haleté. Maintenant. Et apporte un sac Ziploc. Nous devons préserver les preuves. Quand Nancy est arrivée et a vu le carnet, elle n'a pas dit un mot. Elle est passée en mode protection totale. Elle a mis des gants en caoutchouc. Elle en garde dans sa voiture pour le nettoyage. Dieu merci. Et a soigneusement placé le carnet et les photos dans un grand sac en plastique. Ça change tout, Linda, a dit Nancy, sa voix basse et effrayante. Ce n'est plus seulement une affaire de divorce. C'est une affaire d'ordonnance restrictive. C'est criminel. Il l'observait, ai-je murmuré en me serrant dans mes bras. Il connaissait son emploi du temps mieux que moi. Nancy, et si je ne l'avais pas mis dehors? Qu'est-ce qu'il prévoyait de faire? Nancy a regardé l'entrée sur le fait de casser les doigts. Elle m'a regardé. Nous n'allons pas le découvrir, a-t-elle dit fermement. Parce que nous allons l'enterrer. Nous avons pris des photos de chaque page. Je les ai envoyées à Stevens immédiatement avec la légende « Urge ». Trouvée dans le placard. Stevens m'a appelé 5 minutes plus tard. Il ne ressemblait plus à un avocat calme. Il ressemblait à un général partant en guerre. Ne touchez plus à ce carnet, a ordonné Stevens. Apportez-le à mon bureau immédiatement. Nous ne visons plus seulement un divorce, Linda. Nous visons une victoire totale. Mark ne partira pas avec la moitié des actifs. Avec ça, il aura de la chance s'il s'en sort avec sa liberté. J'ai conduit jusqu'au bureau de l'avocat avec le sac sur le siège passager. Il semblait radioactif. Mark avait passé des années à me faire sentir petite, à me faire sentir comme si j'étais la femme folle et jalouse. Mais à l'intérieur de ce petit carnet noir se trouvait la preuve qu'il était le fou. Il était l'instable. Et le lundi matin à la table de médiation, j'allais m'assurer qu'il réalise que son petit jeu était terminé. La découverte du carnet a brisé quelque chose en moi. Ce n'était plus seulement de la colère. C'était une peur profonde et tremblante. Je me suis surprise à vérifier les serrures 5 fois par nuit. Je sursautais quand la machine à glaçons laissait tomber des glaçons. Je ne pouvais pas regarder les photos de mariage sans voir les yeux d'un étranger me fixer. J'ai réalisé que je ne pouvais pas gérer ça seul. Stevens s'occupait du côté juridique, mais mon cerveau était en désordre. J'ai pris un rendez-vous d'urgence avec le docteur Evans, une thérapeute que Nancy m'avait recommandée. Son bureau était doux. Lumière douce, chaise douce, musique douce. C'était le contraire de ma vie en ce moment. Je me sens stupide, lui ai-je dit en serrant un mouchoir. C'est la principale chose. Comment ai-je pu vivre avec un monstre pendant 25 ans sans le savoir? Étais-je si désespéré? Étais-je si aveugle? Le docteur Evans m'a regardé avec bienveillance. Linda, les prédateurs sont des maîtres du camouflage. Ils ne commencent pas comme des monstres. Ils commencent par être charmants. Ils vous préparent. Ils érodent lentement vos limites, de sorte qu'au moment où ils montrent leur vrai visage, vous êtes déjà entraîné à ne pas le voir. Elle m'a interrogé sur mon enfance. Je n'avais pas prévu d'en parler, mais soudain, tout est sorti. J'ai parlé de ma mère. C'était une sainte, mais c'était une paillasson. Mon père était un homme bruyant et exigeant qui attendait le dîner sur la table à 18 heures précises. S'il était en retard, il boudait. Si la maison n'était pas propre, il critiquait. Ma mère ne s'est jamais défendue. Elle travaillait simplement plus dur. Elle m'a appris que maintenir la paix était la plus haute vertu qu'une femme puisse avoir. Elle m'a appris que l'amour signifie l'endurance. Je l'ai réalisé en le disant à voix haute pour la première fois. Elle m'a appris que si l'homme est heureux, la famille est en sécurité. Si l'homme est malheureux, c'est l'échec de la femme. Exactement, a dit le docteur Evans. Vous étiez prédisposé pour Mark. Quand il vous critiquait, cela vous semblait familier. Quand il exigeait des choses, cela ressemblait à de l'amour parce que c'est le modèle que vous aviez. Vous n'étiez pas stupide, Linda. Vous étiez conditionné. Cette séance a été douloureuse. C'était comme arracher un pansement d'une blessure qui avait suppuré pendant des décennies. J'ai pleuré pour la petite fille qui regardait sa mère se rapetisser pour faire de la place à son père. J'ai pleuré pour la jeune mariée qui pensait que la jalousie de Mark était de la passion.
J'ai pleuré pour la femme qui a passé des années à essayer d'être aussi parfaite que Carol, sans réaliser que le jeu était truqué depuis le début. Mais le docteur Evans m'a donné des devoirs. Elle m'a dit d'écrire une lettre à mon moi plus jeune. Pas une lettre de blâme, mais une lettre de protection. Je suis rentré chez moi ce soir-là et je me suis assise à ma table de cuisine. Chère Linda, ai-je écrit, tu n'es pas un échec parce qu'il ne pouvait pas t'aimer. Tu n'es pas brisé parce qu'il a essayé de te briser. Tu es resté parce que tu as un grand cœur. Tu es resté parce que tu valorises l'engagement. Ce sont de belles choses. Mais il a utilisé tes vertus comme des armes contre toi. Ce n'est pas ton travail de le réparer. Ce n'est pas ton travail de le sauver. C'est ton travail de te sauver. Écrire cette lettre a changé quelque chose en moi. La honte a commencé à s'évaporer. J'ai réalisé que le comportement de Mark n'était pas un reflet de ma valeur. C'était un reflet de sa maladie. Je n'étais plus une victime. J'étais une survivante. J'ai appelé Carol ce soir-là. Nous n'avions pas beaucoup parlé du carnet parce que je savais qu'elle était terrifiée. « Comment ça va ?» ai-je demandé. « David installe des caméras », a dit Carol, la voix tendue. « Nous changeons notre itinéraire pour aller à la salle de sport. »« Linda, j'ai peur. »« N'aie pas peur, » ai-je dit, sentant une vague de protection féroce. « Parce que lundi, nous allons mettre fin à tout ça. Stevens a le livre. Mark sera si occupé à gérer les retombées juridiques qu'il n'aura pas le temps de regarder dans ta direction, plus jamais. »« Tu as l'air différente, » a dit Carol. « Je suis différente, » ai-je répondu. « J'en ai fini de maintenir la paix. Je suis prête à déclencher une guerre. » Le lundi matin est arrivé avec un ciel gris et de la pluie. Cela correspondait parfaitement à l'humeur. J'ai mis mon meilleur tailleur, un bleu marine que Mark disait toujours trop masculin. J'ai mis du rouge à lèvres rouges. Nancy est venue me chercher. Prête à écorcher un chat, a-t-elle demandé. Allons-y, ai-je dit. Nous avons conduit jusqu'au centre de médiation. Mon estomac faisait des sauts périlleux, mais mes mains étaient stables. J'avais la vérité de mon côté. J'avais la loi de mon côté. Et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur de Mark. Je le plaignais. La salle de conférence était froide et sentait le café rassis. D'un côté de la longue table en acajou se trouvait Mark et son avocat, un type à l'allure lisse nommé Monsieur Vance, qui portait un costume qui coûtait plus cher que ma voiture. De mon côté, il y avait moi et Stevens. Mark avait l'air terrible. Il essayait de le cacher, mais j'ai vu les cernes sous ses yeux. Son faux bronzage s'estompait, le laissant l'air jaunâtre. Il portait son costume de pouvoir, mais il était un peu ample sur lui. Quand je suis entré, Mark ne m'a pas regardé. Il a fixé son bloc-notes, cliquant agressivement sur son stylo. Clic, clic, clic. Avant, ça me rendait nerveuse. Maintenant, ça m'agaçait simplement. Commençons, a dit le médiateur. Monsieur Vance a commencé immédiatement. Il était agressif, bruyant et condescendant. Mon client a été expulsé à tort de son domicile conjugal, a déclaré Vance en faisant glisser une pile de papier sur la table. Il a subi une détresse émotionnelle et un préjudice de réputation en raison des affirmations calomnieuses de Madame Linda. Nous demandons 60% des biens matrimoniaux, une pension alimentaire de $2000 par mois pendant 5 ans pour permettre à mon client de se rétablir, et la pleine propriété de la Lexus 2019. J'ai failli rire. Une pension alimentaire pour lui. Stevens était assis calmement, les mains jointes. Il a laissé Vance terminer son discours. Il a laissé Mark sourire narquoisement, pensant qu'il gagnait. « Avez-vous terminé ?» a demandé poliment Stevens. « Nous avons terminé », a dit Vance en se penchant en arrière. « À moins que votre cliente ne veuille régler maintenant et épargner à tout le monde l'embarras. »« Oh, nous voulons régler », a dit Stevens. Il a fouillé dans sa mallette. Le bruit du loquet qui claque a résonné dans la pièce. Il a sorti un classeur épais. Puis il a sorti un sac en plastique transparent contenant le carnet Moleskine noir. J'ai vu les yeux de Mark se tourner vers le sac. Son visage est passé de suffisant à blanc comme un linge en une nanoseconde. Il a arrêté de cliquer sur son stylo. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Vance en fronçant les sourcils. « Ceci, » a dit Stevens, « est la pièce à conviction A.
C'est un journal de harcèlement tenu par votre client, détaillant les mouvements, les vêtements et les activités quotidiennes de la meilleure amie de Madame Linda, Carol, sur une période de 2 ans. Stevens a ouvert le classeur. Et ceci, a-t-il dit en pointant les photocopies, sont des transcriptions de messages textes où votre client sollicite une liaison, dénigre sa femme et admet avoir détourné des fonds matrimoniaux pour acheter des cadeaux à des femmes qui ne sont pas sa femme. Mark a commencé à se lever. C'est une propriété privée. Vous avez volé ça. Asseyez-vous, Mark, a aboyé Vance à son propre client. L'avocat a regardé le carnet, puis les transcriptions. Sa confiance s'est évaporée. Il a réalisé qu'il avait marché dans un champ de mines. Stevens a continué, sa voix glaciale. Nous avons également des relevés bancaires montrant 32 000 $ d'économies matrimoniales drainées par Mark pour un usage personnel, en particulier des bijoux, des jeux d'argent et des chambres d'hôtel. C'est une dissipation d'actifs. Stevens a fait glisser une seule feuille de papier sur la table. Voici notre contre-offre, a dit Stevens. Mark obtient 0% de la maison, 0% de la retraite de Linda, aucune pension alimentaire. Il prend sa voiture et ses dettes personnelles. Il signe les papiers du divorce aujourd'hui et il accepte une ordonnance restrictive permanente concernant Carol et Linda. C'est absurde, a balbutié Vance, essayant de reprendre le contrôle. Vous ne pouvez pas le laisser sans rien. S'il ne signe pas, a dit Stevens en se penchant, nous sortons d'ici et j'emmène ce carnet au procureur. Le harcèlement est un crime dans cet État, monsieur Vance, surtout compte tenu de la nature menaçante des entrées concernant le fiancé de Carol. Voulez-vous relire l'entrée du 31 octobre? Mark avait l'air d'avoir envie de vomir. Il a regardé son avocat. Vance lisait les entrées du carnet, le visage dégoûté. Même lui ne pouvait pas défendre cela. Vance a chuchoté quelque chose furieusement à Mark. J'ai entendu les mots, peine de prison, et, indéfendable. Mark m'a regardé pour la première fois. Il m'a vraiment regardé. Il ne voyait plus la personne docile. Il voyait le mur. Tu ruines ma vie, a sifflé Mark, des larmes d'apitoiement montant à ses yeux. Linda, comment peux-tu faire ça après tout? Tu as ruiné ta propre vie, Mark, ai-je dit, ma voix stable. Je ne fais que nettoyer le gâchis. Mark s'est affalé sur sa chaise. Il avait l'air petit, vaincu. Donne-moi le stylo, a murmuré Mark. Vance lui a tendu un stylo. Sa main tremblait tellement qu'il pouvait à peine écrire. Il a signé l'accord. Il a renoncé à la maison, à l'argent, à l'avenir auquel il pensait avoir droit. Fait, a dit Stevens, arrachant les papiers avant que Mark ne puisse changer d'avis. Nous déposerons ça cet après-midi. Je me suis levé. Je n'ai pas dit au revoir. Je suis sorti de cette salle de conférence, j'ai descendu le couloir et je suis allé sur le parking où la pluie avait cessé. Les nuages se brisaient. Le soleil essayait de percer. J'ai pris une profonde bouffée d'air frais. Il avait le goût de la liberté. Le divorce a été finalisé 3 semaines plus tard. C'était la rupture la plus rapide et la plus nette que Stevens ait jamais orchestrée, principalement parce que Mark était terrifié que le carnet devienne un dossier public. Les retombées pour Mark ont été rapides et brutales. Sans emploi, sans économie et sans femme riche pour le financer, Mark s'est effondré. Il a essayé de retourner vivre chez ses parents, supposant que Barbara l'accueillerait et panserait ses blessures, mais il avait oublié Frank. J'ai entendu l'histoire de Frank lui-même une semaine plus tard. Mark s'était présenté à leur porte avec ses valises. Frank l'a accueilli sur le porche. Il ne l'a pas laissé entrer. Je sais ce que tu as fait, lui a dit Frank. Linda m'a envoyé les copies de ton petit carnet noir. Tu es un homme malade, Mark. Et je n'aurai pas cette maladie dans ma maison. Frank lui a donné les coordonnées d'un refuge pour hommes et une liste de thérapeutes. Il lui a remis un chèque de 500 $, assez pour une semaine dans un motel bon marché, et a fermé la porte. Barbara avait pleuré, bien sûr, mais Frank a tenu bon. Pour la première fois de leur mariage, Frank commandait. Il a retiré Mark du testament, plaçant tout dans un trust que Mark ne pourrait pas toucher avant d'avoir prouvé 5 ans d'emploi stable et des dossiers de thérapie propres. Mark a fini par louer un studio en sous-sol dans un mauvais quartier. Il a trouvé un travail dans une station de lavage de voitures. Je l'ai vu une fois de loin, en train d'essuyer une berline.
Il avait l'air plus vieux. Il ne portait pas ses vêtements tape à accent grave l'œil. Il ressemblait à n'importe quel autre gars essayant de s'en sortir. Je ne me suis pas sentie heureuse de le voir comme ça. Je ne me suis pas sentie triste non plus. Je me sentais simplement détaché. C'était un étranger. Quant à moi, j'ai eu la maison. C'était étrange d'être seul dans la maison au début. C'était trop calme. Mais j'ai commencé à me la réapproprier. J'ai peint la cuisine d'un jaune vif et ensoleillé, une couleur que Marc détestait. J'ai transformé sa caverne d'homme en salle de bricolage bureau pour moi. J'ai acheté de nouveaux draps. J'ai acheté les bougies chères qu'il disait être un gaspillage d'argent. Nancy et Carole venaient tous les vendredis soirs. Nous buvions du vin, mangions de la pizza et rions. De vrais rires. Pas le genre où l'on marche sur des œufs. Carole et David se sont mariés ce printemps-là. J'étais la demoiselle d'honneur. Marc n'était pas invité, évidemment. David avait installé un système de sécurité, et l'ordonnance restrictive maintenait Marc à distance. À la réception du mariage, je me suis levé pour porter un toast. J'ai regardé Carole, rayonnante et heureuse, en sécurité avec un homme qu'il adorait. À l'amour, ai-je dit en levant mon verre. Le véritable amour. Celui qui ne fait pas mal. Celui qui ne se cache pas dans l'ombre. Celui qui vous grandit, pas qui vous rapetisse. Tout le monde a applaudi. J'ai croisé le regard de Franck de l'autre côté de la pièce. Il était invité. Barbara a refusé de venir. Il a levé son verre vers moi et m'a fait un clin d'œil. J'avais 53 ans. J'étais célibataire. Je vivais avec un seul revenu. Et je n'avais jamais été aussi heureuse. 6 mois après le divorce, la vie avait trouvé un nouveau rythme. J'étais en lice pour une promotion au travail. J'avais rejoint un club de randonnée. Je flirtais même avec un homme gentil nommé Greg qui travaillait au service informatique. Rien de sérieux, juste un café. Mais c'était agréable d'être regardé avec admiration au lieu de critique. Puis, un mardi soir, mon email a sonné. Sujet, je pense à nous. De Marc. J'ai fixé l'écran. L'audace, le culot pur. Je l'ai ouvert principalement par curiosité morbide. Linda, je sais que je ne suis pas censé te contacter, mais je devais essayer. J'ai beaucoup réfléchi. Je vois un thérapeute. Ordonné par le tribunal. Mais quand même. Je réalise maintenant à quel point je te tenais pour acquise. Cet appartement est terrible. Ta cuisine me manque. Notre maison me manque. J'ai changé, Linda. Vraiment. Je suis prêt à te pardonner pour l'incident avec la police et les histoires d'argent si tu es prête à repartir à zéro. Nous avons une histoire. Personne ne me connaît comme toi. Prenons un café. Amour, Marc. Je l'ai lu 2 fois. Je suis prêt à te pardonner. Il était prêt à me pardonner de m'être protégé, de l'avoir empêché de me voler aveuglément. L'ancienne Linda aurait pu ressentir une pointe de culpabilité. L'ancienne Linda aurait pu penser, oh, il est seul. Peut-être que j'ai été trop dur. Mais la nouvelle Linda a ri aux éclats. Un rire du ventre qui a fait sursauter mon chat. Sa cuisine lui manquait. La maison lui manquait. Je ne lui manquais pas. La femme de ménage lui manquait. Le distributeur automatique lui manquait. Le public pour son ego lui manquait. Il n'avait pas changé du tout. Il cherchait juste un nouvel auto auquel s'accrocher. Je n'ai pas tapé de réponse. Je n'ai pas rédigé un email cinglant détaillant son narcissisme. Il ne méritait pas mes mots. Il ne méritait pas mon énergie. J'ai déplacé ma souris en haut de l'écran. J'ai cliqué sur « Bloquer l'expéditeur ». Puis je suis allé sur mon téléphone et j'ai de nouveau bloqué son numéro, juste pour être sûr. Je me suis versé un verre de vin et je suis sorti sur ma terrasse arrière. Le soleil se couchait, peignant le ciel de violet et d'orange. J'ai pris une gorgée de vin et j'ai porté un toast au coucher du soleil. Au revoir, Marc, ai-je murmuré au vent. Pour de bon. Fermer ce chapitre ne ressemblait plus à une fin. C'était comme si je venais de terminer le prologue de ma vie, et que la vraie histoire commençait enfin.
Pour célébrer le premier anniversaire de l'incident de la valise, Nancy a suggéré que nous partions en voyage. Quelque part où Marc n'irait jamais, a-t-elle dit. Quelque part de cher. Quelque part avec des plagistes. Turc et Keiko, ai-je dit immédiatement. Marc détestait la plage parce qu'il détestait le sable. Ça se met partout. Et il détestait dépenser de l'argent dans les hôtels. Nous avons réservé. En première classe. Au moment où nous sommes descendus de l'avion, l'humidité m'a frappé comme une étreinte chaleureuse. L'eau était d'un bleu que je ne pensais pas exister dans la nature. Pendant 7 jours, Nancy et moi avons vécu comme des reines. Nous avons bu des mojitos à midi. Nous avons eu des massages sur la plage. Nous avons mangé du homard jusqu'à en être malade. Le 3e jour, j'étais allongé sur une chaise longue à écouter le bruit des vagues. J'avais apporté un livre, mais je ne lisais pas. Je regardais l'horizon. J'ai commencé à penser à l'argent. Pendant des années, Marc m'avait dit que nous étions fauchés. Il me faisait paniquer à chaque facture d'épicerie. Pourtant, j'étais là, en vacances de luxe, payant avec mon propre salaire, et mon compte en banque grossissait. Sans son poids sur mes finances, sans ses dépenses secrètes, ses mauvais investissements, son besoin de jouets. J'étais en fait riche. Je n'étais pas millionnaire, mais j'étais à l'aise. Je pouvais me le permettre. La mentalité de pauvreté dans laquelle il m'avait piégé était un mensonge, comme tout le reste. À quoi souris-tu ? A demandé Nancy en ajustant ses lunettes de soleil. Je réalise que je suis riche, ai-je ri. Pas riche millionnaire. Mais riche de liberté. Le meilleur genre. Nancy a trinqué son verre contre le mien. Tu as l'air d'avoir 10 ans de moins, Linda. Sérieusement, les rides de stress ont disparu. Je me sens plus légère, ai-je admis. Je l'ai porté si longtemps, Nancy. Je n'ai pas réalisé à quel point il était lourd jusqu'à ce que je le pose. Ce soir-là, nous sommes allés dans un bar local où un groupe jouait de la salsa. Un bel homme plus âgé m'a invité à danser. Je ne sais pas comment faire, ai-je dit en rougissant. Je vais t'apprendre, a-t-il souri. Et j'ai dansé. J'ai tournoyé sur la piste de danse, ma robe virevoltant, transpirant, riant, me trompant dans les pas et m'en fichant. Pendant 25 ans, j'avais été l'ennuyeuse, la responsable, celle qui s'asseyait et gardait les sacs pendant que Marc s'amusait. Mais cette nuit-là, tournoyant sous les étoiles des Caraïbes, j'ai réalisé que je n'étais pas ennuyeuse. Je m'étais juste ennuyé. Ennuyé de son drame, ennuyé de sa cruauté. J'étais vivante. Et il me restait beaucoup à vivre. Cela fait exactement 18 mois que j'ai fait cette valise. Je suis assise dans ma cuisine fraîchement peinte, buvant du café dans une tasse qui dit « Boss Lady », un cadeau de Carole. Marc est toujours dans son studio en sous-sol, pour autant que je sache. Franck me dit qu'il travaille maintenant dans une quincaillerie. Il sort avec une femme qui a 20 ans de moins que lui, et apparemment ils se disputent constamment. Je lui souhaite bonne chance. Elle en aura besoin. Ou peut-être qu'elle comprendra plus vite que moi. Carole et David attendent leur premier bébé. Je vais être la tante d'honneur. Nancy va bien. Nancy est toujours Nancy. Elle sort actuellement avec un pompier à la retraite qui la traite comme de l'or. Et moi ? Je suis heureuse. C'est un bonheur tranquille. Ce ne sont pas les montagnes russes de haut et de bas que j'avais avec Marc. C'est stable. C'est le mien. Je repense à la femme que j'étais à ce dîner, effrayée, humiliée, essayant de mettre tout le monde à l'aise au détriment de sa propre âme. Et j'ai envie de la serrer dans mes bras. J'ai envie de lui dire que tout ira bien. Tu es plus forte que tu ne le penses. Et il est plus faible qu'il n'en a l'air. Si quelqu'un écoute cette histoire en ce moment et se sent coincé, quelqu'un qui est assis dans un mariage en se sentant petit, fou, comme s'il marchait sur des œufs, s'il vous plaît, écoutez-moi. La peur de partir est pire que la réalité de partir. Marc m'a fait croire que je ne pouvais pas survivre sans lui. Il m'a fait croire que j'étais indigne d'être aimée, incompétente et vieille. Il projetait. C'était lui qui ne pouvait pas survivre. C'était lui l'incompétent. Vous avez un pouvoir que vous ne soupçonnez même pas. Vous avez une voix que vous n'avez pas utilisée depuis des années. Trouvez-la. Utilisez-la. Si votre mari plaisante sur le fait de vous quitter,
Laissez-le. Ouvrez la porte. Faites la valise. N'attendez pas le carnet dans le placard. N'attendez pas le compte en banque vidé. Faites confiance à votre instinct. Si ça fait mal, ce n'est pas de l'amour. Si ça vous humilie, ce n'est pas un partenariat. J'ai perdu un mari, oui, mais j'ai gagné une vie. Et laissez-moi vous dire que l'échange en valait la peine. Je m'appelle Linda. J'ai 53 ans. Je suis divorcé et je suis enfin merveilleusement libre. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire.